Quête de leadership, l'avidité du pouvoir et la volonté de s'y accrocher, l'ignorance, l'analphabétisme, l'intolérance et l'extrémisme religieux et bien d'autres facteurs contribuent à la persistance de la violation des droits humains et à la restriction de plusieurs libertés. C'est ce résultat qui est présenté dans un rapport qui rend compte du travail et des préoccupations d'Amnesty International pour l'année 2021. Il porte sur les pays, bien sûr indépendants, que l'organisation a observé pendant l'année. L'impartialité du mouvement et ses méthodes de recherche font du présent rapport un document fiable et respecté par les organisations internationales et donc difficile à contester. Le rapport nous interpelle tous ici présents pour un engagement dès maintenant afin d'être cité en modèle de défenseur des droits de l'homme que d'être doigté comme un assassin des droits humains et des libertés fondamentales. Chers amis militants, sympathisants et partenaires, l'heure n'est pas au discours, mais à l'action. Et unis, nous serons forts et nous irons loin dans cette lutte. Et commençons alors cette lutte ou continuons là, autour de nous, dans nos maisons, dans nos quartiers et dans notre cher pays, le Bénin, à travers solidarité et compassion aux côtés des personnes, et c'est le monde qui gagnera. Ce lancement est un événement médiatique mondial de première importance pour le mouvement. C'est pour nous l'occasion de porter la lumière des projecteurs sur la situation des droits humains dans le monde. En effet, le rapport donne une vue complète de la situation des droits humains dans plus de 171 pays et territoires dont le Bénin. Il attire l'attention de l'opinion publique aussi bien sur les atteintes aux droits humains constatées que des succès remportés tout au long de l'année, donne un aperçu par région des principales préoccupations recensées en matière de droits humains et met l'accent sur certains faits et chiffres essentiels. Amnesty International est un mouvement rassemblant plus de 10 millions de personnes et qui fait appel à l'humanité en chacun et chacune de nous, milite pour que nous puissions toutes et tous jouir de nos droits humains. Notre vision est celle d'un monde dans lequel les dirigeants tiennent leurs promesses, respectent le droit international et sont tenus de rendre des comptes. Essentiellement financé par ses membres et des dons individuels, Amnesty International est indépendante de tout gouvernement, de toute tendance politique, de toute puissance économique et de tout groupement religieux. Nous avons la conviction qu'agir avec solidarité et compassion aux côtés des personnes du monde entier peut rendre nos sociétés meilleures. Amnesty International est impartiale. Elle ne prend pas position sur les questions de souveraineté, les conflits territoriaux ou les instruments politiques ou juridiques internationaux susceptibles d'être adoptés pour mettre en œuvre le droit à l'autodétermination. Le présent rapport est rédigé et organisé en fonction des pays que l'organisation a observés pendant l'année. De manière générale, il s'agit d'États indépendants tenus de répondre de la situation des droits humains sur leur territoire. L'année 2021 a été celle de l'espoir et des promesses. L'espoir nourri par chacun et chacune que les vaccins mettent un terme aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19 et les promesses faites par les États et des groupes comme le G7 et le G20 de reconstruire en mieux. Cependant, ces promesses n'étaient souvent que de pure forme. Certains gouvernements s'étant plus que jamais servis de la pandémie pour renforcer leur position. La présente analyse expose les trois grands axes qui ressortent des recherches sur les droits humains qu'Amnesty International a menées dans 154 pays en 2021. Les trois axes sont la santé et les inégalités, l'espace civique et le rejet des personnes réfugiées ou migrantes par les pays du Nord. Mesdames et messieurs, alors que d'autres options s'offraient à eux,
Les gouvernements ont pourtant préféré choisir des politiques et des voies qui éloignaient toujours plus un nombre croissant d'entre nous de la dignité et des droits fondamentaux. Les inégalités systémiques qui ont aggravé la pandémie, loin d'être réduites méthodiquement, se sont encore creusées. Les flux internationaux de matériel et de services médicaux qui auraient pu élargir l'accès aux soins n'ont souvent pas eu lieu. La coopération entre les États nécessaire pour éviter d'autres catastrophes et atténuer les crises des droits humains s'est rarement concrétisée. Au lieu de nous proposer une gouvernance mondiale authentique et riche de sens, les dirigeants de la planète se sont retranchés chacun et chacune dans leur caverne au nom de l'intérêt national. Au lieu d'apporter plus de sécurité à davantage de gens, ils nous ont rapprochés du précipice de l'insécurité et même de la guerre dans certains cas. Au lieu de faire disparaître les pratiques et les stratégies qui nous divisent, ils ont jeté nos nations dans une compétition vouée à l'échec pour les richesses et les ressources de la planète. Au lieu de défendre le principe universel d'égalité, qui est au cœur des droits humains, ils ont inscrit le racisme dans le fonctionnement même du système international, allant jusqu'à déterminer qui pouvait vivre et qui ne le pouvait pas. Tandis que les gouvernements des pays riches se félicitaient du succès de la vaccination chez eux, ce nationalisme vaccinal généralisé a eu pour conséquence que, à la fin de l'année, plus de la moitié de l'humanité n'avait reçu aucune dose ou n'avait pas pu bénéficier du rappel. Les faibles taux d'immunisation ont favorisé l'émergence de nouveaux variants, nous exposant toutes et tous au risque de voir apparaître des mutations du virus résistant au vaccin et prolongeant la pandémie. Les citoyens des pays riches ont eu droit à des rappels, tandis que des millions d'habitants des pays du Sud, y compris les personnes risquant le plus de développer des formes graves, voire mortelles de la maladie, attendaient toujours leur première injection. En septembre, Amnesty International a découvert que les pays développés disposaient de 500 millions de doses excédentaires, assez pour vacciner entièrement plusieurs des pays les moins vaccinés de la planète. Ce gâchis de doses inutilisées, ayant atteint leur date de péremption, est malheureusement symptomatique d'un monde sans boussole morale, un monde qui ne sait plus où il va. Tandis que les dirigeants des grandes entreprises et leurs investisseurs engrangeaient d'immenses profits, celles et ceux qui avaient désespérément besoin d'un vaccin ont été informés qu'ils allaient devoir attendre, quitte à mourir. En pleine pandémie Covid-19, la menace de nouveaux conflits est allée grandissante, alors que d'autres plus anciens s'aggravaient. En Afghanistan, au Burkina Faso, en Éthiopie, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, en Libye, au Myanmar ou encore au Yémen, pour ne citer que ces quelques exemples, les affrontements se sont traduits par des atteintes massives au droit international humanitaire et relatifs aux droits humains. Bien rares ont été les occasions où la communauté internationale a su apporter la réponse nécessaire. Bien rares ont été celles où la justice et le principe de l'obligation de rendre des comptes ont été respectés. La plupart du temps, au contraire, les conflits se sont intensifiés. En se prolongeant, ils ont eu des conséquences de plus en plus graves. Le nombre et la diversité des parties ont augmenté. De nombreux nouveaux théâtres d'opération sont apparus. De nouvelles armes ont été testées. Les violences ont fait davantage de morts et de blessés. Le prix de la vie humaine a baissé. Si en 2021, celles et ceux qui étaient au pouvoir ont manqué d'ambition et d'imagination pour lutter contre les menaces les plus graves qui pesaient sur l'humanité, on ne peut pas en dire de même des citoyennes et citoyens
que ces individus étaient censés représenter. En 2021, des hommes et des femmes du monde entier se sont mobilisés non seulement pour défendre leurs propres droits, mais également pour témoigner leur solidarité et exiger le respect des droits de tous et de toutes. Ces personnes ont revendiqué de meilleures institutions, un droit juste et une société plus équitable. Le comité Nobel a ainsi salué la bravoure de gens exemplaires pour leur dévouement et leur vision, décernant le prix Nobel de la paix 2021 à 2 journalistes, la Philippienne Maria Ressa et le Russe Dmitry Muratov, en reconnaissance de leur courage face à la corruption des autorités et aux restrictions frappant la presse dans leurs pays respectifs. Dans le monde entier, des femmes et des hommes se sont insurgés et mobilisés, prêts parfois à affronter la violence, répression exercée par des gouvernements qui, dans certains cas, n'ont pas hésité à prendre prétexte de la pandémie pour s'opposer à l'exercice du droit de manifester. En 2021, au moins 67 pays ont adopté de nouvelles lois restreignant la liberté d'expression, d'association et de réunion. Néanmoins, cela n'a pas empêché les citoyens de faire entendre leur voix. Plus de 80 pays ont connu des manifestations de grande ampleur. En Russie, les rassemblements de soutien aux dirigeants d'opposition, Alexei Navalny, se sont poursuivis, malgré un nombre sans précédent d'arrestations arbitraires et de poursuites. En Inde, des agriculteurs et agricultrices ont manifesté contre 3 lois agricoles controversées jusqu'au mois de décembre, lorsque le gouvernement fédéral, cédant enfin devant la sagesse populaire, a abrogé les dispositions litigieuses. Partout dans le monde, des avocats, des universitaires, des ONG, des victimes et des proches de victimes sont inlassablement intervenus en 2021 pour obtenir justice dans des affaires d'atteinte aux droits humains, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Un certain nombre de jugements qui feront date ont été obtenus. En février, 2 enfants vietnamiens d'un courage remarquable, soutenus par un professeur de droit londonien, ont remporté le procès qu'ils avaient intenté devant la Cour européenne des droits de l'homme pour contester la criminalisation par le Royaume-Uni des victimes de la traite. En juin, un ancien combattant d'un groupe rebelle actif au Libéria a été reconnu coupable par la justice suisse de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et condamné à 20 ans d'emprisonnement. Des ONG ont engagé des actions judiciaires stratégiques et originales et porté plainte au pénal contre des grandes multinationales telles que Nike, Patagonia, pour complicité de travail forcé dans la région chinoise de Xinjiang. En 2021, la société civile et un certain nombre de journalistes se sont également attaqués aux géants de la technologie. Fruit d'une collaboration majeure entre les spécialistes des droits humains et des journalistes d'investigation, le projet Pegasus a permis de dévoiler un système de surveillance d'État ciblant des personnes critiques à l'égard des autorités et des défenseurs des droits humains et ainsi mis en lumière des tactiques déployées en sous-main pour écraser la dissidence. En novembre, un tribunal aux États-Unis a autorisé WhatsApp à attaquer en justice la société NSO Group, créatrice du logiciel espion Pegasus. Cette décision a marqué un tournant décisif en matière de révélation d'informations dans le cadre d'un procès. L'année 2021 a aussi été marquée par les plus lourdes amendes jamais imposées à de grandes entreprises technologiques pour atteinte à la législation sur la protection des données et de la vie privée. Amazon, WhatsApp et Grindr ont ainsi été condamnés respectivement à 746 millions, 225 millions et 6,34 millions d'euros d'amende. Soutenus par des femmes et des hommes ordinaires, des ONG ont également été à l'origine de certaines avancées en matière de normes et de mécanismes internationaux.
Des organisations de la société civile, dont Amnesty International, ont par exemple réalisé un travail de pression qui a porté ses fruits auprès du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour que soit reconnu le droit à un environnement propre, sain et durable, et pour que soient créés les postes de rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme dans le contexte des changements climatiques et de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan. Sur les personnes réfugiées ou migrantes, il faut souligner que des déplacements de grande ampleur ont eu lieu en 2021, sous les frais de crises nouvelles ou persistantes. La situation en Afghanistan, en Éthiopie ou au Myanmar, entre autres, a enchaîné de nouvelles vagues de déplacements. Cette année encore, des milliers de personnes ont quitté le Venezuela et le conflit persistant en République démocratique du Congo a conduit à lui seul 1,5 million de personnes à abandonner leur domicile en 2021. Au niveau mondial, des millions de personnes ont continué à fuir leur pays en raison de violations des droits humains liées au conflit et à la violence, aux inégalités, au changement climatique et aux dégradations de l'environnement. Les minorités ethniques étant parmi les groupes les plus touchés. Le discours xénophobe sur l'immigration ont continué également de se diffuser dans l'opinion publique, en particulier dans les pays du Nord, tandis que les politiques intérieures se durcissaient. Une bonne dizaine de pays de l'Union européenne ont appelé les autorités de l'organisation à affaiblir les règles de protection des réfugiés. La communauté internationale n'a pas apporté un soutien suffisant et pire encore, a restreint l'accès aux lieux sûrs. Au niveau régional, en 2021, tandis que de nombreuses personnes en Afrique étaient privées de vaccins vitaux, les pays riches se sont associés aux grandes entreprises pour duper des gens avec des slogans creux et de fausses promesses de reprise équitable à l'issue de la pandémie de Covid-19, commettant l'une des plus grandes trahisons de notre époque. La vaccination en Afrique a été compromise par l'avidité des multinationales et les nationalismes égoïstes. Plusieurs vagues de Covid-19 se sont abattues sur le continent africain et ont eu des effets dévastateurs sur les droits humains. Les efforts déployés par certains États tels que l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie et la Zambie pour endiguer la pandémie se sont heurtés aux inégalités mondiales en matière de vaccins créés par les entreprises pharmaceutiques et les pays riches. À la fin de l'année, moins de 8% des 1,2 milliard d'Africains présentaient un schéma vaccinal complet. Près de 9 millions de cas de Covid-19 et plus de 220 000 décès liés à cette maladie ont été enregistrés dans la région au cours de l'année. L'Afrique du Sud est demeurée l'épicentre de la pandémie au regard du nombre de cas signalés et de décès. Parallèlement, les pays riches tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne ont accumulé plus de doses que nécessaire tout en fermant les yeux lorsque les grands groupes pharmaceutiques ont fait passer les profits avant les personnes en refusant de partager leur technologie pour élargir la distribution des vaccins. Une pandémie, la COVID-19 bien sûr, a été également révélatrice de la mauvaise qualité des infrastructures de santé et des inégalités sur fond d'augmentation persistante de violences liées aux gens en Afrique. Les conséquences dévastatrices de l'entente entre les grandes entreprises et les gouvernements occidentaux ont été aggravées par l'effondrement des systèmes de santé et des dispositifs d'aide économique et sociale sous le poids de décennies de négligence. Il en a résulté une augmentation de la pauvreté, des inégalités et de l'insécurité alimentaire. C'est en Afrique que ces effets se sont le plus nettement fait ressentir et le plus cruellement également. Voilà pourquoi Amnesty International lance aujourd'hui ce rapport au niveau de l'Afrique, à partir de l'Afrique du Sud. Très souvent, les livraisons étant insuffisantes ou leur arrivée imprévisible, il a été difficile pour les gouvernements d'obtenir la confiance de la population et de structurer des campagnes de vaccination efficaces.
Dans plusieurs pays comme le Malawi, la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud, des lots de vaccins ont été livrés peu avant leur date de péremption, obligeant les autorités à les détruire ou à en retourner la majeure partie afin qu'ils soient réaffectés à d'autres pays. La pandémie de Covid-19 a aussi mis en lumière le manque chronique d'investissement dans le secteur de la santé, observé depuis de nombreuses décennies dans la région. Dans la plupart des pays, les systèmes de santé déjà déficients ont été mis à rude épreuve, en particulier lors de la troisième vague. En Somalie, un hôpital de Mogadiscio, la capitale, a pris en charge à lui seul pendant une grande partie de l'année tous les cas de Covid-19 survenus dans le sud et le centre du pays. Des faits de corruption présumés concernant notamment les fonds affectés à la lutte contre la Covid-19 ont mis plus en difficulté le secteur de la santé dans de nombreux pays, notamment en Afrique du Sud et au Cameroun. L'absence de réponse mondiale à la pandémie a été à l'image de l'incapacité de la communauté internationale et de l'Union africaine à s'attaquer aux atteintes aux droits humains commises dans le cadre de conflits sur le continent africain. La tendance mondiale à réprimer les voix critiques et indépendantes a gagné du terrain en 2021 dans toute l'Afrique subsaharienne à la faveur d'un éventail de plus en plus large d'outils et de tactiques déployés par les gouvernements. Les mesures visant à endiguer la pandémie de Covid-19 ont fourni au gouvernement un nouveau prétexte pour réprimer l'opposition pacifique dans la région. La première réaction de nombre d'entre eux ayant été d'interdire les manifestations pacifiques en invoquant des préoccupations pour la santé et la sécurité, comme cela a été le cas entre autres au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Lesotho, au Tchad et au Zimbabwe. Au Tchad, au moins 700 personnes manifestant contre le processus électoral, puis contre la mise en place du gouvernement de transition ont été arrêtés. En RDC, 3 militants arrêtés au Nord Kivu pour avoir organisé un sit-in pacifique contre la mauvaise gestion d'une zone de santé étaient toujours en détention. Au lieu de proposer un espace d'échange et de débat qui manquait si cruellement sur la façon de relever les défis de 2021, de nombreux États ont redoublé d'efforts pour faire taire les voix critiques. Malgré cela, nous avons eu quelques victoires en 2021. L'année 2021 n'a toutefois pas été totalement négative. À la faveur d'un travail de campagne constant pour les libertés, des avancées ont été constatées en matière de droits humains en Afrique subsaharienne. Après des mois de manifestations incessantes de la population des Swatini en faveur de la démocratie, le roi Swati III a cédé aux appels du dialogue et accepté de négocier l'avenir d'un pays avec les manifestants. C'est un nouvel espoir pour ce pays dont le monarque n'était guère ouvert à la négociation sur les réformes politiques. Au Soudan, le pouvoir du peuple s'est manifesté dans toute sa splendeur quand la population civile est descendue dans les rues en octobre pour rejeter le coup d'État militaire et le vote-face sur les avancées en matière de droits humains obtenus pendant la période de transition. La Côte d'Ivoire et la Guinée ont remis en liberté des dizaines de membres et sympathisants des partis d'opposition, ainsi que des membres d'organisations de la société civile qui avaient été arbitrairement arrêtés pour le seul exercice de leur droit à la liberté d'expression ou de réunion pacifique. Au Bénin, la loi portant code du numérique a continué d'être employée pour restreindre la liberté d'expression. Cette année encore, des violations des droits d'opposants politiques détenus ont été signalées. Au moins 5 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre les manifestants et les forces de défense et de sécurité dans le contexte de l'élection présidentielle. Des membres d'associations de personnes transgenres et LGBT ont été agressés et menacés. Dans un contexte où le président Patrice Talon a été réélu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril avec 86,36% de voix,
et la Cour constitutionnelle ayant rejeté les candidatures des principaux opposants politiques. Dans un contexte également où le 14 octobre, le Bénin a été élu membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2022-2024. Quelques faits sur le Bénin: la liberté d'expression et les détentions arbitraires. Jean Coton, militant en faveur d'une bonne gouvernance, a été arrêté le 13 janvier et condamné le 9 février à 12 mois d'emprisonnement et à une amende de 200 000 francs par le tribunal de première instance de Cotonou. Il avait commenté une publication avançant que la voiture utilisée par le président Patrice Talon lors d'une tournée à travers le pays en janvier avait été louée à 6 millions de francs CFA par jour. Il a été déclaré coupable en vertu de la loi de 2018 portant code du numérique de harcèlement par le biais d'une communication électronique, infraction dont le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a estimé la définition trop vague dans un avis rendu en octobre 2020. Le 19 mai, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu en mai 2020 par une cour d'appel qui avait alors condamné le journaliste Ignace Sossou à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis pour, je cite, harcèlement par le biais d'une communication électronique, fin de citation, en vertu de la loi portant code du numérique, après qu'il ait cité le procureur de la République dans une publication sur Twitter. L'équipe assurant la défense d'Ignace Sossou avait souhaité que la Cour suprême reconnaisse la détention de leur client comme arbitraire, comme l'avait fait le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire en août 2020. Le 7 décembre, 2 journalistes du quotidien Le Soleil Bénin Info ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de plus de 500 000 francs pour, je cite, harcèlement par le biais d'une communication électronique, fin de citation, à la suite d'une plainte en diffamation déposée par un inspecteur des douanes. Nous avons dénoncé également le non-respect du droit à un procès équitable. Les 6 et 11 décembre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné Joël Aïvo et Rikiatou Madugo à 10 ans et 20 ans d'emprisonnement respectivement. Le département d'État américain a déclaré que leur procès faisait, je cite, craindre de graves ingérences politiques dans la justice béninoise. Fin de citation. Sur le recours excessif à la force, des manifestations et des émeutes ont eu lieu dans différentes villes du nord et du centre du pays plusieurs jours avant l'élection présidentielle du 11 avril. Selon la Commission béninoise des droits de l'homme, au moins 5 personnes ont été tuées par balle par les forces gouvernementales à Banté et Savay, dans le département des Collines. Le 14 avril, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a déclaré que 21 membres des forces de défense et de sécurité avaient été blessés par balle en levant des barrières routières. Dans une résolution datée du 4 mai, la Commission africaine des droits de l'homme a condamné la répression des manifestations par l'armée et a appelé à l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale. Sur les droits des lesbiennes, des gays et des personnes bisexuelles, transgenres ou intersexuées, Amnesty International a pu documenter que le 30 avril, 3 femmes transgenres ont été forcées à se dévêtir avant d'être rouées de coups et détroussées par un groupe d'hommes dans un bar de Cotonou. Ces derniers ont filmé l'agression et diffusé la vidéo sur les réseaux sociaux. Les 3 victimes ont trouvé refuge auprès d'une association locale de défense des personnes transgenres, mais ont continué à recevoir des menaces. Les associations de défense des droits des personnes LGBT de tout le Bénin
qui ont soutenu ces femmes ont également été menacés. Le 30 juin, le tribunal de première instance de Cotonou a condamné l'un des agresseurs à 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis pour cause et blessures volontaires. Sur le droit à la santé, la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19 a débuté le 29 mars. Et au 7 novembre, 347 270 personnes avaient reçu une première dose de vaccin et 265 501 étaient entièrement vaccinés. Selon les statistiques officielles, ce dernier chiffre représentait 3,64% de la population. Le 1er septembre, l'État a rendu la vaccination obligatoire, notamment pour le personnel médical, paramédical et pharmaceutique. Enfin, sur le droit à la vérité, à la justice et à des réparations, nous avons constaté que le 21 janvier, la Cour constitutionnelle a validé le retrait de la déclaration faite par le Bénin au titre de l'article 34.6 du protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dès lors, les personnes et les ONG ne pouvaient plus introduire de requêtes directement devant cette juridiction. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers invités, au nom des recommandations, Amnesty International fait remarquer que, afin de tenir leurs promesses, les États et les institutions doivent ancrer fermement leurs mesures de redressement pour l'après-pandémie et leurs interventions destinées à faire face à la crise dans un cadre axé sur les droits humains et favoriser un véritable dialogue avec la société civile dont ils doivent faire un partenaire dans la recherche de solutions. Tous les États doivent mettre en place des mesures, notamment législatives, pour empêcher les laboratoires d'entraver l'accès aux vaccins de Covid-19. Il faut que les pays riches, en particulier, redistribuent leurs doses excédentaires aux pays à faible revenu et allègent davantage la dette de ces pays pour faciliter la reprise économique. Les entreprises pharmaceutiques, quant à elles, doivent livrer les vaccins en priorité aux pays qui en ont le plus besoin. Les plateformes de réseaux sociaux doivent prendre des mesures concrètes pour réagir de manière adéquate à la diffusion d'informations fausses ou trompeuses. Les États doivent cesser de se servir de la pandémie comme excuse pour étouffer l'information indépendante et le débat, et lever de toute urgence les restrictions injustifiées qui pèsent sur les droits à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. En parallèle, ils doivent adopter des lois garantissant l'instauration d'un environnement sûr et propice dans lequel les gens puissent se rassembler pour défendre et promouvoir les droits humains ou étendre leurs lois existantes dans ce domaine et modifier ou abroger les textes qui empêchent les ONG de mener leurs activités légitimes, notamment de rechercher, de recevoir et d'utiliser des financements. Il est également crucial que les États suppriment l'obligation d'obtenir une autorisation préalable pour organiser une manifestation pacifique et veillent à ce que les mesures d'urgence et autres mesures restrictives prises pendant la pandémie ne deviennent pas la norme. Ils, c'est-à-dire les États, doivent resserrer les contrôles à l'exportation et à l'importation de matériel susceptibles d'avoir une fonction légitime dans le cadre du maintien de l'ordre, mais pouvant aisément être utilisés à mauvais escient, comme les matraques, le gaz lacrymogène, le gaz poivre et les balles en caoutchouc. Les États doivent remplir leur obligation de protéger les personnes sollicitant une protection internationale, respecter et préserver les droits de celles-ci et leur permettre de rester sur le territoire dans des conditions décentes jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée. Ils doivent cesser les renvois illégaux et forcés. Ils doivent aussi mettre fin aux atteintes, notamment à la discrimination contre les personnes migrantes. Ne plus détenir d'enfants migrants et renvoyer et renforcer, les réformes destinées à éliminer les pratiques abusives
au travail.